Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette présentation, nous allons aborder les aspects anatomopathologiques de l'athérosclérose. En fait, l'athérosclérose est une maladie du système artériel dont la lésion causale est la plaque d'athérome. C'est une maladie complexe et multifactorielle et elle est caractérisée par un remodelage de la paroi artérielle en réponse à des agents d'agression endoluminaux et ou extra-artériels. Voyons quelques généralités. Il faut savoir que l'athérosclérose est une maladie fréquente, en l'occurrence dans les pays industrialisés, et elle est en nette progression dans les pays en voie de développement. C'est une maladie grave, en effet, c'est la première cause de mortalité et de morbidité, en l'occurrence dans les pays industrialisés, de par ses complications cardiovasculaires dominées par l'infarctus du myocarde, suivies par les accidents vasculaires cérébraux, suivies par l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. De par sa fréquence et sa gravité, l'athérosclérose constitue un problème de santé publique à l'échelle mondiale, maladie mortelle et grave. Nous allons maintenant passer à quelques rappels histologiques et physiopathologiques. Et on commence tout d'abord par la structure histologique normale de l'artère. Alors, l'artère est constituée de trois tuniques concentriques. De dedans en dehors, nous avons tout d'abord l'intima. Et l'intima, c'est la tunique la plus interne. Et c'est à ce niveau-là que se développe en fait la plaque d'athérome. L'intima est constituée d'un endothélium qui repose sur un espace sous-endothélial. Ensuite, nous avons la tunique moyenne qui est la média. Alors, la média, c'est la tunique la plus épaisse. Elle est limitée de part et d'autre par des membranes limitantes élastiques internes et limitantes élastiques externes. Elle est composée de cellules musculaires lisses, d'un réseau de collagène et d'élastine et de mucopolysaccharides. Alors, suivant la prédominance de fibres élastiques ou de cellules musculaires lisses, on distingue les artères élastiques opposées aux artères musculaires. Enfin, la troisième tunique externe, c'est l'adventice, qui est constituée d'un tissu conjonctif peu organisé, qui est irrigué par des vaisseaux nourriciers qu'on appelle les vasa vasorum. Donc, c'est au niveau de l'intima que la plaque d'athérome se développe. En fait, les travaux menés chez l'homme et l'animal ont apporté la preuve que l'inflammation joue un rôle majeur dans le développement des lésions d'athérosclérose. Un autre prérequis indispensable pour mieux cerner les étapes de l'athérogenèse, c'est le processus inflammatoire. Et comme vous le savez très bien, l'inflammation est un processus multi-étapes comportant 4 phases: une phase vasculo-exudative, une phase cellulaire, une phase de détertion, une phase de réparation et de cicatrisation. Tout processus inflammatoire est déclenché par une agression pathogène et dans le cas de l'athérosclérose, ce sont les lipoprotéines de bas poids moléculaire oxydées qui vont déclencher l'inflammation. Alors, la définition de l'athérosclérose est purement morphologique. Elle a été adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 1958, qui l'a définie comme étant une association variable de remaniement de l'intima des artères de gros et de moyen calibre. Elle consiste en une accumulation locale de lipides, de glucides complexes, de sang, de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calcaires. Le tout s'accompagne de modifications de la média. Alors, il ressort de cette définition trois caractéristiques majeures de l'athérosclérose, à savoir son développement au niveau de l'intima, l'atteinte des artères de gros et de moyen calibre et son retentissement sur la média. Alors, l'inconvénient de ces définitions, c'est qu'elle ne met l'accent que sur un seul type de lésion statique, qui est la plaque fibrolipidique, sans aucune notion de lésion précurseur ou de lésion compliquée. Alors, il faut savoir que plusieurs théories éthiopathogéniques ont été évoquées au fil du temps, dans la théorie plaquettaire, la théorie infectieuse et la théorie métabolique. Mais récemment, on ne retient que la théorie inflammatoire qui est la plus satisfaisante, puisqu'elle constitue un canevas unifacteur des théories métaboliques et infectieuses. Alors, la définition actuelle de l'athérosclérose intègre des notions physiopathologiques et on considère actuellement que l'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique des artères de gros et de moyen calibre.
Comme tout processus inflammatoire, l'athérosclérose est déclenchée par une agression qui est l'accumulation des LDL oxydés dans l'espace sous-endothélial, facteur qui va déclencher le processus inflammatoire. Alors, l'athérosclérose commence tôt dans la vie, dès l'enfance, et elle progresse lentement et se révèle tardivement par ses complications vers la 6e décennie. De point de vue étymologique, il ressort de la décomposition du mot athérosclérose 2 éléments. Nous avons la partie lipidique qui provient du grec ather signifiant bouilli, qui est un plat à base de céréales et d'eau ou de lait. Ensuite, sclérose provient du grec et ça signifie dur. Donc, l'ather, c'est en fait, correspond au cœur lipidique et sclérose, c'est la fibrose, en fait, c'est la chape fibreuse de la plaque fibrolipidique. Et voici les deux constituants majeurs de la plaque d'athérome non compliquée, le cœur lipidique et la chape fibreuse. Donc, le cœur lipidique, il est de couleur jaunâtre et de consistance molle par analogie à la bouillie. Et la fibrose, c'est un constituant majeur du toit fibreux ou de la chape fibreuse de la plaque fibrolipidique non compliquée. Alors, l'athérosclérose est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs de risque. On distingue donc des facteurs de risque non modifiables et des facteurs de risque modifiables. Alors, les facteurs non modifiables sont le sexe, l'âge et les facteurs génétiques. Alors, en ce qui concerne le sexe, il existe une nette prédominance de la teinte masculine. Il faut savoir que l'homme a un risque plus élevé que la femme et celle-ci est protégée jusqu'à la ménopause par les œstrogènes qui ont en effet un rôle bénéfique sur le profil lipidique, la sensibilité à l'insuline et sur la pression artérielle. Alors, deuxième facteur de risque de l'athérosclérose, c'est l'âge. Il faut savoir qu'au cours du vieillissement, la paroi artérielle s'épaissit, les fonctions endothéliales et les cellules musculaires lisses se modifient, avec pour conséquence une augmentation de la rigidité artérielle, une perte de la compliance et de la vasomotricité. Il faut savoir que sur le plan génétique, certaines familles ont un risque élevé, indépendant des autres facteurs de risque. On passe maintenant aux facteurs de risque modifiables. Alors, les facteurs de risque modifiables sont représentés essentiellement par le tabac, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, qu'elles soient acquises ou congénitales, et le diabète. Ça, ce sont les 4 facteurs de risque majeurs de l'athérosclérose. Le tabagisme, l'hypertension et le diabète. Il y a des facteurs de risque modifiables mineurs représentés par la sédentarité, l'obésité, l'alimentation riche en graisse. Alors, l'intérêt de connaître les facteurs de risque modifiables, c'est qu'ils sont accessibles à une prévention primaire ou secondaire. On passe maintenant à la topographie vasculaire. Alors, il ressort de la définition de l'OMS que l'athérosclérose touche avec prédilection les artères de gros et de moyen calibre. En fait, les lésions ne surviennent pas n'importe où dans l'arbre artériel ni dans toutes les artères. Elles se développent plus volontiers là où le flux laminaire du sang est perturbé, c'est-à-dire au niveau des zones de contrainte mécanique. Au niveau des zones de perturbation hémodynamique, on note un développement électif des plaques d'athérome. C'est au niveau des bifurcations, des coups durs, des naissances des collatérales ou encore des segments d'artères fixés au squelette. Donc l'athérosclérose se développe plus volontiers là où le flux sanguin est oscillatoire. Voilà, ici la différence sur cette photo, nous avons un flux laminaire et là, le flux turbulent et oscillatoire, il va agresser l'endothélium, d'où donc le développement des plaques d'athérome. Sur le plan topographique, on distingue l'athérosclérose aortique et l'athérosclérose périphérique. Et par ordre de fréquence décroissant, l'athérosclérose touche en premier lieu l'aorte abdominale, suivie par les artères coronaires, suivie par les artères des membres inférieurs, suivie par l'aorte thoracique descendante et enfin, plus rarement, elle touche les artères cervicales à destinée encéphalmique, la carotide, l'artère sous-clavière, l'artère vertébrale. On passe maintenant aux étapes de l'athérogenèse. Alors, l'initiation des lésions d'athérosclérose dépend de 2 événements.
Il faut qu'il y ait tout d'abord une dysfonction endothéliale et la présence de lipoprotéines ayant subi un phénomène d'oxydation. À l'état normal, l'endothélium joue un rôle majeur dans le contrôle de la vasomotricité, c'est-à-dire le tonus vasculaire, et il induit la vasodilatation. Par ailleurs, il intervient dans le contrôle de l'adhésion cellulaire et dans la thromborésistance. En cas d'athérosclérose, nous avons une dysfonction endothéliale. Et qui dit dysfonction endothéliale dit altération locale des fonctions protectrices de l'endothélium. Alors, la dysfonction endothéliale peut être induite par plusieurs facteurs. Il peut s'agir d'agents physiques, chimiques ou infectieux. Cette dysfonction endothéliale a pour conséquence une augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc, en cas de dysfonction, l'endothélium devient anormalement perméable. Donc, du fait de cette dysfonction endothéliale, les lipoprotéines de bas poids moléculaire vont diffuser de façon passive et selon un gradient de concentration via un mécanisme de transcytose dans l'espace sous-endothélial. Une fois retrouvées dans l'espace sous-endothélial, les lipoprotéines de bas poids moléculaire, sous l'action d'enzymes pariétales, se transforment en lipoprotéines oxydées. Et ce sont en fait ces lipoprotéines oxydées qui vont déclencher le processus inflammatoire qui sont responsables d'une activation de l'endothélium avec expression de nouveau de molécules d'adhésion. Alors, ces molécules d'adhésion sont responsables d'un recrutement des leucocytes, en l'occurrence des lymphocytes et des monocytes. Donc, les monocytes et les lymphocytes vont adhérer à ces récepteurs. Attirés par des facteurs chémoattractants, les monocytes et les lymphocytes vont donc migrer et pénétrer dans l'espace sous-endothélial où le lymphocyte T donc reste un lymphocyte, mais le monocyte se différencie en macrophage. Alors, les macrophages qui se trouvent dans l'espace sous-endothélial grâce à leurs récepteurs éboueurs, scavengers, vont capter les lipoprotéines oxydées pour les phagocyter. Ainsi, après avoir phagocyté les lipoprotéines oxydées, les macrophages se transforment en une cellule spumeuse. Et voici, pour résumer, les différentes étapes de l'athérogénèse. Ainsi, vous voyez ici, le macrophage il est en train de phagocyter les lipoprotéines oxydées et se transforme en cellules spumeuses. L'accumulation des cellules spumeuses dans l'espace sous-endothélial va être à l'origine de la constitution de la strie lipidique. Alors, les histiocytes spumeux vont élaborer en fait des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance vont agir sur les cellules musculaires lisses qui se trouvent au niveau de la médiane. Alors, les cellules musculaires lisses à l'état normal ont un rôle contractile, elles sont quiescentes, elles sont immobiles. Mais sous l'action des facteurs de croissance, elles vont acquérir de nouvelles propriétés. Elles vont devenir mobiles, dotées d'activités sécrétoires et prolifératives. Ainsi, donc, sous l'action de facteurs de croissance, les cellules musculaires lisses qui se trouvent dans la média vont migrer de la média vers l'intima. Alors, du fait de la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima, nous avons un amincissement de la média et une fragilisation. Alors, après avoir migré de la média vers l'intima, nous avons trois éventualités. Alors, certaines cellules musculaires lisses vont se charger de la détertion interne, c'est-à-dire l'élimination de l'agent agresseur qui sont les lipoprotéines oxydées et se transforment en cellules spumeuses. Donc, ça, c'est la première éventualité. Deuxième éventualité, certaines cellules musculaires lisses vont synthétiser le collagène qui sert à l'élaboration de la chape fibreuse de la plaque fibrolipidique. Troisième éventualité, d'autres cellules musculaires lisses vont proliférer. Donc, les deux principaux rôles des cellules musculaires lisses, c'est un rôle de détertion interne, c'est-à-dire la phagocytose des lipoprotéines oxydées accumulées dans l'espace sous-endothélial. La deuxième fonction, c'est la synthèse du collagène qui entre dans la constitution de la chape fibreuse. Donc, en fait, la cellule spumeuse peut provenir soit d'un monocyte différencié en myofibroblaste qui a phagocyté les lipoprotéines oxydées, soit d'un macrophage qui a phagocyté les lipoprotéines oxydées.
Et histologiquement, la cellule spumeuse, c'est une cellule de grande taille au cytoplasme microvacuolisé riche en lipides dits spumeux, par analogie à la mousse de savon. Donc voici au total donc, la plaque fibrolipidique non compliquée avec le toit fibreux et le cœur lipidique. Nous allons voir maintenant les étapes de constitution des plaques compliquées. Les plaques compliquées, en fait, constituent le support lésionnel de la maladie athéromateuse. En effet, les événements cliniques sont liés au passage d'une plaque simple non compliquée dite stable à une plaque compliquée dite instable. Alors, en fait, la sténose luminale d'une artère par une plaque d'athérome dépassant 70% de la lumière est à l'origine d'une symptomatologie qui apparaît à l'effort. On prend par exemple d'une artère coronaire. Symptomatologie à l'effort, donc nous avons un angor donc, en cas d'atteinte cardiaque. En cas d'atteinte des artères des membres inférieurs, nous avons une claudication intermittente. En cas de thrombose de l'artère coronaire ou des artères cérébrales, nous avons une symptomatologie en fait paroxystique avec des accidents cliniques, soit un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral, soit une mort subite. Vous voyez donc les répercussions cliniques des plaques d'athérome compliquées. Donc, en cas de sténose luminale supérieure à 70%, nous avons une symptomatologie qui apparaît à l'effort, soit à type d'angor en cas d'atteinte des artères coronaires, soit de claudication intermittente en cas d'atteinte des artères des membres inférieurs. En cas de thrombose oblitérante, nous avons sur le plan clinique une symptomatologie paroxystique avec des accidents cliniques à type d'infarctus du myocarde au niveau cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de mort subite. Alors, il y a plusieurs complications des plaques d'athérome, dont la sténose, la calcification, l'ulcération de la plaque, l'hémorragie et l'hématome intraplaque, la thrombose sur plaque, les embolies ou encore les anévrismes. Il faut savoir que la complication la plus fréquente et la plus grave, c'est la thrombose sur plaque d'athérome. Alors, l'athérothrombose est la complication la plus fréquente. C'est la complication la plus grave et elle résulte de la rupture de la plaque d'athérome par instabilité, d'où l'agrégation plaquettaire et la formation d'un réseau de fibrines. Il en résulte des accidents aigus et cette thrombose, en fait, peut être soit totale, soit partielle. Voilà, sur cette diapositive, nous avons l'illustration de deux types de thrombose. Ici, la thrombose est oblitérante, il n'y a plus rien qui passe, toute la lumière est thrombosée. Par contre, ici, nous avons un thrombus mural avec oblitération partielle de la lumière artérielle. Alors, en cas d'ulcération ou la rupture de la plaque d'athérome, alors, il y a plusieurs éventualités. Soit que le contenu du centre lipidique va se déverser dans la circulation sanguine et là, nous avons une embolie athéromateuse. Donc, ça, c'est la première éventualité en cas d'ulcération ou de rupture de la plaque. Donc, le contenu du centre nécrotique va se déverser dans la circulation. Deuxième éventualité, nous avons une thrombose, qu'elle soit oblitérante ou qu'elle soit... Alors, cette thrombose résulte d'une adhésion et d'une agrégation plaquettaire avec activation de la coagulation et formation de fibrines. Cette thrombose peut se compliquer éventuellement par une embolie fibrino-fibromique. Autre éventualité, en cas d'ulcération de la rupture de la plaque, on peut avoir la propagation selon un plan de clivage longitudinal d'une hémorragie intraplaque. Donc, l'hémorragie intraplaque peut résulter d'une ulcération ou d'une rupture de la plaque d'athérome et la propagation de l'hémorragie selon un plan de clivage longitudinal, notamment au niveau de l'aorte, peut occasionner ce qu'on appelle la dissection aortique. Voilà, donc ici, nous avons donc sur cette diapo une artère normale qui est tout à fait perméable. Ici, nous avons une sténose artérielle occasionnée par une plaque d'athérome. Donc, en cas de sténose artérielle, nous avons une baisse de l'apport sanguin avec baisse de l'apport
en oxygène, donc une hypoxie, d'où l'ischémie. En cas de thrombose oblitérante, par contre, plus rien ne passe, donc il y a une anoxie, d'où la constitution de foyers d'infarctus en aval de l'artère thrombosée. Donc, en cas d'athérosclérose, nous avons deux types d'embolie, soit une embolie athéromateuse en provenant du cœur lipidique, soit une embolie fibrinochlorique provenant du thrombus qui s'est constitué, que ce soit un thrombus oblitérant ou non oblitérant. Voilà, donc sur cette diapositive, nous avons la photo à droite qui illustre l'aspect macroscopique d'une hémorragie intraplaque. Alors, en fait, l'hémorragie intraplaque peut survenir à partir de la rupture soit de la plaque fibreuse superficielle, soit à partir des capillaires à parois fines qui vascularisent la plaque. Alors, au cours de l'athérosclérose, nous avons un amincissement de la média du fait de la migration des fibres musculaires lisses qui migrent de la média vers l'intime, d'où la constitution d'anévrismes. Et les anévrismes, en fait, sont de siège préférentiel au niveau de l'aorte abdominale. On distingue deux types d'anévrismes, les anévrismes fusiformes qui sont les plus fréquents et les anévrismes sacciformes beaucoup plus rares. L'anévrisme est défini comme étant la dilatation d'un vaisseau avec perte du parallélisme de la paroi artérielle. Ça résulte essentiellement de la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima, d'où la fragilisation de la média et de la paroi artérielle. Autre mécanisme aussi qui intervient dans la constitution des anévrismes, c'est la disparition des cellules musculaires lisses et des lames élastiques, la distension sous le choc de l'ondée sanguine. Voilà, sur cette diapositive, nous avons l'illustration de l'aspect macroscopique d'un anévrisme sacciforme à gauche et d'un anévrisme fusiforme à droite. Il s'agit bien entendu de l'aorte abdominale. Bien entendu, encore une fois, je vous rappelle que la principale cause de constitution des anévrismes, c'est l'amincissement de la média du fait de la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima. Alors, le spectre lésionnel de l'athérosclérose est large et on distingue donc plusieurs types de lésions, donc la strie lipidique, la plaque gélatineuse, la plaque constituée ou la plaque ulcérée. Alors, le spectre lésionnel de l'athérosclérose inclut les lésions initiales de la maladie, qui sont réversibles et donc sont représentées par la plaque gélatineuse, le point et la strie lipidique. Il y a d'autre part la lésion constituée de la maladie, représentée par la plaque d'athérome, et enfin les lésions compliquées. Les lésions initiales sont réversibles. Elles peuvent soit régresser, soit évoluer vers des lésions constituées. Donc, les lésions constituées de l'athérosclérose sont par contre irréversibles. Elles peuvent donc soit rester stables, soit évoluer vers des lésions compliquées qui sont potentiellement symptomatiques. On va commencer maintenant par les lésions initiales de l'athérosclérose et voir les aspects macroscopiques et histologiques. Et on commence par la plaque gélatineuse. La plaque gélatineuse, c'est une plaque grisâtre, translucide sur l'intima, la mesure de 0,5 à 1 cm de diamètre. Voilà, la plaque gélatineuse est translucide. Histologiquement, la plaque gélatineuse est constituée d'un œdème sous-endothélial, riche en chondroïtine, en heparin sulfate, et surtout, il faut retenir l'absence de lipides. Dépourvues de lipides. Elles sont en fait dues au passage de plasma sous l'endothélium par augmentation de la perméabilité endothéliale. On passe maintenant à la strie lipidique. La strie lipidique, c'est une fine traînée, jaunâtre, à peine saillante, allongée dans le sens du courant sanguin et qui mesure quelques millimètres. En s'anastomosant, les stries lipidiques réalisent un aspect réticulaire. Voilà, ici sur cette diapo, nous avons à gauche l'artère normale, surface lisse. Ici, par contre, à droite, nous avons donc des protrusions linéaires allongées dans le sens du courant sanguin et ça réalise l'aspect typique de strie lipidique. Voilà un autre aspect des stries lipidiques, des fines traînées jaunâtres parallèles au courant sanguin. Histologiquement,
Les stries lipidiques se caractérisent par la présence d'amas de cellules spumeuses situées au niveau de l'intima. Ces cellules spumeuses, appelées également lipophages, correspondent à des macrophages au cytoplasme clair chargés de lipides. Voilà l'aspect au niveau de l'intima. Encore une fois, vous voyez ici, nous avons des cellules spumeuses au niveau de l'intima, alors que là, nous avons la limitante élastique interne, et là, c'est la médiane. On passe maintenant à la lésion constituée. Alors, la lésion constituée, c'est la plaque fibrolipidique non compliquée. Une plaque de 3 à 4 cm qui fait nettement saillie dans la lumière. Elle est de couleur blanc nacré et de consistance dure. Voilà l'aspect d'une plaque fibrolipidique. Alors, à gauche, nous avons une artère normale et là, c'est la plaque fibrolipidique non compliquée. Lipidique non compliquée, avec ici le centre lipidique, le cœur lipidique, et en dessus, la chape fibreuse. Voilà le centre lipidique et la chape fibreuse. Voilà pour résumer l'aspect macroscopique des stries lipidiques d'une part. Là, c'est la plaque fibrolipidique non compliquée et là, c'est la plaque compliquée. Histologiquement, la plaque d'athérosclérose non compliquée comporte 3 parties. Nous avons une partie superficielle et c'est le toit fibreux ou chape fibreuse, un centre nécrotique et les bords de la plaque. Alors, le toit fibreux comporte tissu collagène, des cellules musculaires lisses et quelques leucocytes. Voilà le toit fibreux. Et ça, c'est le centre nécrotique. Pour le centre nécrotique, c'est une masse amiste de matériel lipidique. On y observe des cristaux de cholestérol, des débris cellulaires, des cellules spumeuses, de la fibrine et d'autres constituants plasmatiques. Les bords de la plaque comportent des néovaisseaux dont la rupture est responsable d'une hémorragie intraplaque. Donc au total, nous avons 3 constituants, des cellules musculaires lisses, macrophages et leucocytes, une matrice extracellulaire de tissu conjonctif et des dépôts lipidiques intra- et extracellulaires. Voilà, des cellules, du tissu conjonctif et des dépôts lipidiques. Voilà le schéma récapitulatif de la plaque fibrolipidique non compliquée avec la chape fibreuse et le centre nécrotique et les bords constitués de néovaisseaux. Il faut savoir que le centre nécrotique est fortement thrombogène. Voilà la plaque fibrolipidique non compliquée. Voilà, sur cette coupe histologique, nous avons le centre lipidique, le cœur lipidique et la chape fibreuse qui est colorée en bleu. Le centre nécrotique est illustré sur cette photo-là. Il s'agit d'une nécrose athéromateuse et eosinophile parsemée d'images lancéolées. Alors, ces corps effilés, lancéolés optiquement vides, correspondent aux cristaux de cholestérol. Voyons maintenant les aspects macroscopiques des plaques compliquées. Voilà, ici nous avons une plaque d'athérome ulcéré. Là, c'est une plaque calcifiée. Là, c'est une hémorragie intraplaque. Et là, c'est une thrombose pariétale. Ici, c'est une thrombose de l'artère coronaire. Et là, c'est une sténose de l'artère coronaire occasionnée par une plaque d'athérome. Quelques aspects histologiques des plaques compliquées. Voilà, ici, nous avons une thrombose de l'artère coronaire qui s'est constituée sur une plaque d'athérome rompue. Ici, donc, c'est une calcification d'une plaque d'athérome. Là, c'est une hémorragie intraplaque. Et là, c'est un embole athéromateux. Maintenant, on passe aux complications de l'athérosclérose maladie. Alors, on distingue d'une part les complications d'ordre clinique et d'autre part les complications d'ordre anatomopathologique qu'on vient de signaler. En fait, les complications de l'athérosclérose maladie sont représentées essentiellement par l'infarctus du myocarde, suivi par les accidents vasculaires cérébraux, suivi par l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Voilà l'infarctus du myocarde. Autre complication plus rare des plaques d'athérome, il y a le syndrome du carrefour aortique, mais également l'infarctus entéro-mésentérique, occasionné par une thrombose de l'artère mésentérique inférieure, ou encore thrombose de l'artère rénale sur plaque d'athérome, à l'origine d'un rétrécissement, d'une atrophie de l'artère, d'une atrophie du rein secondaire, un rétrécissement athéroscléreux de l'artère rénale, d'où l'installation d'une hypertension artérielle secondaire.
Alors, les moyens de prévention de l'athérosclérose sont multiples et on distingue les mesures hygiéno-diététiques, un régime alimentaire équilibré, l'arrêt du tabagisme et surtout une activité physique. Les médicaments qui permettent le contrôle des facteurs de risque, bien sûr, les antidiabétiques et les antihypertenseurs. Il y a également les médicaments qui permettent de réduire les complications. Alors, pour la prévention, il faut éviter l'apparition de la maladie et limiter son évolution et empêcher la survenue de complications en luttant contre les facteurs de risque acquis de la maladie. Voilà, il faut faire attention au régime alimentaire et éviter les graisses et voilà, boissons gazeuses. Voilà, il faut surtout un régime alimentaire riche en poissons et riche en végétaux. Voilà, et surtout l'activité physique, contrôle de la tension artérielle. Il faut faire attention au poids. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ça fait du bien et ça évite l'évolution, la constitution des plaques d'athérome. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.